réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Voilà, j'espère que votre matinée se passe bien. Courage à celles et ceux qui partent déjà travailler, et puis courage aussi à celles et ceux qui restent à la maison, qui ont la chance de faire un pont, comme on dit, avec un long week-end. J'accueille mes deux décodeurs du jour. Mostafa El Jay, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca. Mon retour dans les décodeurs, mon retour. Et puis, attention votre micro. Nabil Adel, enseignant-chercheur à l'ESCA, membre du Conseil national du mouvement populaire. On va faire un peu de politique. Enfin, pas trop quand même, hein, pas trop. Le sujet est éminemment politique, donc bien sûr, pas l'éviter. Bien sûr. Messieurs, je voulais commencer cette émission aujourd'hui. J'avais déjà posé la question aux décodeurs quand on a fêté le cinquantenaire de la Marche verte, mais je voulais vous poser cette question sur, vous savez que on va vivre, et on vit d'ailleurs même aujourd'hui, puisque ces jours sont cruciaux, 16 novembre, 17 novembre, 18 novembre, la fête de l'indépendance. Moi je voulais que vous me disiez, à votre avis, qu'est-ce qui reste de ce moment-là, de ce momentum-là, en 1955, 16, 17, 18, actuellement, et chez les jeunes générations? Parce que ça symbolise aussi toutes les réformes, tout le parcours du Maroc depuis 1955. Donc, qu'est-ce qui reste? Qui commence? Vas-y. Non. C'est vrai, on s'y attendait pas, celle-là. Ah non, mais ça c'est la nouvelle formule du décodeur, c'est plein de surprises. Voilà, tout à fait. Ah, vous croyez pas arriver comme ça, vous préparer? Non. J'aime bien avoir... Mais écoutez, c'est vrai qu'entre 1912 et 1955, c'est une période relativement d'une forte transition, une sorte d'un Maroc quasi médiéval à une projection dans l'ère moderne, avec ses hauts et ses bas, le mouvement national, la lutte pour l'indépendance, cette indépendance qui a été arrachée dans le sang et la douleur. Ce qu'il faut dire, c'est que au lendemain de l'indépendance, juste un chiffre qui m'a toujours frappé, c'est que en 1956, on avait 600 bacheliers. 150 sont partis à l'université. C'est dire, alors maintenant on est aux alentours de 400 000 bacheliers chaque année. 483 000. C'est dire tout le parcours qui a été fait. Vous imaginez, avec 150 universitaires, on devait avoir du médecin, de l'avocat, du juge, du procureur, de l'expert comptable, du cadre d'entreprise, du haut fonctionnaire. C'était vraiment, on revient de très très loin. En matière d'infrastructure, en matière de parachèvement de l'intégrité territoriale, puisqu'on en parle en 1955, tout le sud du Maroc était encore sous occupation espagnole. L'administration marocaine et l'économie marocaine manquaient de cadres. C'est bien de décrire quel était le Maroc de l'époque, mais est-ce que vous en parlez à vos enfants, si vous avez des enfants? Est-ce que vous leur dites, voilà, le Maroc c'était comme ça à l'époque? Ma question c'est, qu'est-ce qu'il en reste maintenant auprès des jeunes générations? Et quel message, en tant qu'adultes, parents, grands-parents, on fait passer aux jeunes générations? C'est ça, tout le chemin parcouru, c'est tout le chemin parcouru, c'est ça le message. C'est qu'il y a des générations, j'imagine, mettre à la place des responsables de l'époque, quand ils voient la situation du Maroc, se dire comment je vais faire. Et maintenant, c'est tout ce chemin parcouru qu'il faut raconter aux enfants, les sacrifices pendant des décennies durant, c'est tout ce message qui aujourd'hui, dans le Maroc, a encore beaucoup de défis. Il ne faut pas penser que nous sommes devenus un pays développé à un revenu de $12 000. Non, nous sommes toujours à un revenu de moins de $4 000, mais il y a un grand chemin parcouru, aussi bien en termes d'économie, de société, de relations internationales, de politique, donc il y a du travail qui a été fait. Donc juste un peu pour compléter, moi ce que je dirais, c'est que le message qu'il faut passer, comme a dit Nabil, le Maroc a connu une grande évolution depuis l'indépendance, et nos enfants ont la chance
d'avoir un Maroc moderne avec une infrastructure de haute facture. Également, ils ont la chance d'avoir des écoles de qualité. Ils ont la chance également d'avoir... Pas tous, hein. Pas tous. Oui, pas tous, oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis, vous avez raison, oui, c'est un débat. Mais je dis en général, c'est vrai qu'il y a des disparités territoriales, bon, on peut peut-être en parler. Mais quoi que l'on dise, le Maroc a connu une très forte évolution sur tous les plans. Infrastructure et que surtout avec ces 25 dernières années, ça a été accéléré avec l'arrivée de Sa Majesté. Et ces enfants, nos enfants ont beaucoup de chance par rapport aux enfants, comme a dit Nabil, des années 56, même avant et un peu après. Et nous avons également un Maroc avec un grand potentiel, déjà au niveau international. Sur le plan géostratégique, c'est un pays qui est un petit peu son poids. C'est des choses qu'on n'avait pas auparavant. Donc, il y a un grand chemin qui est parcouru. Il reste beaucoup à faire. Et je ferai juste une remarque, si vous permettez. C'est que nous avons des grands chantiers sur l'humain. On a travaillé sur l'infrastructure et tout ce qui va avec. Mais sur la suprastructure, on a des grands efforts. Moi, je pense que ça a été un peu négligé. Et c'est là, vous voulez parler de ce qu'on peut appeler le contrat social, le volet social. Exactement. Oui. Là, et d'ailleurs, c'est pour cela peut-être on va en parler. Il y a des grands chantiers qui attendent le Maroc, qui ont. Alors, sans transition, mais finalement, tout ça, c'est la suite logique. Hein. On va parler du PLF 2026. La Chambre des représentants a adopté à la majorité le projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2026. Ce texte a reçu l'approbation de 165 députés. Bon, tandis que 55 s'y sont opposés, c'est sans surprise. Il n'y avait pas beaucoup de monde à la Chambre des représentants pour ce vote, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Nabil Adel ? Écoutez, ça reflète l'intérêt qu'on a pour cette loi de finances, ce projet de loi de finances. Aujourd'hui, nous parlons d'une loi de finances du dernier quart d'heure, une loi de finances de la précipitation, une loi de finances de la panique. De la réaction peut-être. De la réaction, c'est ça. C'est une loi de finances de la réaction. C'est un gouvernement depuis son début, c'est un gouvernement de la réaction. Il attend que les gens descendent dans la rue pour prendre des décisions. On a vu ça avec les profs, avec les médecins, maintenant avec la Gen Z. C'est pas une loi de finances où on a senti de la politique économique. C'est une loi de finances où on a mis de l'argent. On a dit qu'on a mobilisé de l'argent. Comme si mobiliser de l'argent était suffisant pour enclencher une véritable dynamique de croissance économique. C'est loin d'être le cas. Aujourd'hui, nous sommes sur un gouvernement qui donne l'impression de ne pas connaître ses dossiers en économie et qui attend une réaction soit de la part de la plus haute autorité de l'État, en l'occurrence Sa Majesté, soit de la part de la rue, mais lui, il est coincé entre les deux. Donc il n'a pas de vision, il n'a pas de doctrine propre qui lui permet de naviguer contre vents et marées. Non, aujourd'hui, il est là à attendre soit que ça vienne de haut, soit que ça vienne de... Oui, j'ai envie de vous dire, il y a un débat politique, il y a un débat à l'intérieur du Parlement. Heureusement. Et il ne pouvait pas nous enlever ça non plus. Qu'est-ce qu'il a donné ce débat ? Écoutez, vous savez, il faut respecter le jeu démocratique. Il y a une majorité et une opposition. La majorité, forte de sa supériorité numérique, a fait passer un texte sans âme et qui ne reflète pas les véritables aspirations du Maroc. L'opposition a fait son rôle de le contester et de voter contre. C'est un fonctionnement normal des institutions, donc à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le contenu de la loi de finances. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais ça fait déjà. Écoutez, moi, donc, juste pour compléter, je dirais que effectivement, c'est une loi de finances qui s'est adaptée un petit peu aux dernières, réactions. Elle reste plus ou moins plate. Moi, ce qui me dérange un peu, ce sont les hypothèses. Donc, il y a d'abord des orientations générales qui semblent cohérentes, mais ce sont les hypothèses sur lesquelles le PLF a été mis en place et qui... Allez-y, développez un petit peu, parce que... Oui, donc par exemple... Pensez à nos auditeurs. Oui, tout à fait. Allez-y. Donc, un taux de croissance, je pense, de 4%. Insuffisant. Tout à fait, insuffisant. Nous avons besoin de 5-6. Vous avez une récolte de 70 millions de quintaux
cela dépend du ciel. Donc, j'espère, Inch'Allah, quand vous avez un cours du gaz, un cours du pétrole, une parité dollar. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses, un taux d'inflation de 2%, il y a beaucoup d'hypothèses qui me semblent un petit peu aléatoires. Cela dépend donc de beaucoup de variables exogènes qu'on ne maîtrise pas. Oui. On parle du PLF 2026, c'est le premier sujet des décodeurs. On se retrouve après la pub et les infos. Les décodeurs reviennent. Les décodeurs aujourd'hui, Mustapha El Jay, professeur d'économie à l'université SM de Casablanca, Nabil Adel, enseignant-chercheur à l'ESCA et membre du Conseil national du mouvement populaire. Messieurs, rebonjour. On parle du budget 2026, de ce PLF qui a été adopté par la Chambre des représentants, c'était vendredi. 350 amendements, 328 pour la première partie du PLF, 22 pour la seconde, et finalement assez peu d'amendements acceptés, enregistrés, une quarantaine, on va dire. Ouais, une quarantaine. Ça veut dire quoi, ça, du débat justement dont vous parliez tout à l'heure, Nabil? Encore une fois, ça veut dire que le gouvernement est toujours ivre de sa supériorité numérique et qu'il empêche tout débat démocratique de s'installer. Bon, maintenant, ce sont les règles démocratiques, effectivement, ils ont la majorité, donc ils en abusent. Mais finalement, ce n'est pas tant les amendements, les amendements sont le reflet d'une réalité. C'est que les gens, quand ils présentent des amendements, il faut savoir qu'un parti ne vient pas au Parlement présenter des amendements comme ça. Vous avez toutes les instances d'un parti qui travaillent, vous avez le centre de recherche du parti, vous avez les cadres du parti qui formulent des recommandations, qui lisent les lois de finances, sont beaucoup de nuits blanches de travail, qui analysent. C'est souvent sur des sujets bien précis qui concernent la vie quotidienne, en fait. La vie quotidienne et même des équilibres macroéconomiques, sur la fiscalité, sur les dépenses publiques, sur le train de vie de l'État. Donc vous avez les partis formulent des recommandations aux représentants au sein du Parlement. Ces représentants formulent ça sous forme d'amendement. Donc il y a toujours une réalité derrière, une réalité qui est issue du terrain, parce que les partis sont très proches du citoyen à travers les sections locales, les sections régionales. Et donc remontent ces informations aux différentes instances du parti. Vous avez le centre de recherche du parti qui travaille à formuler des amendements et une réflexion, puis ça part au sein des représentants, et c'est comme ça qu'on formule des demandes des amendements. Maintenant, effectivement, le gouvernement prend ce qui l'intéresse et rejette ce qui l'intéresse pas. Bon, il est dans son rôle, il a une majorité numérique qui lui permet de faire ce travail, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est au-delà de ce débat sur la technicalité juridique du Parlement, c'est vraiment les fonds, c'est cette valse de milliards à laquelle on assiste, c'est les chiffres, c'est les taux de croissance des impôts. Il y a de très mauvaises nouvelles pour les Marocains. Alors justement, on va se tourner vers le professeur d'économie Mustapha El Jay. Quels sont les points positifs si on prend au niveau de la fiscalité, etc. Est-ce qu'il y a quand même des points positifs dans ce PLF 2026 ? Oui, par exemple, je peux donner quelques exemples. Moi, je pense honnêtement le fait d'augmenter les droits d'enregistrement de 2% en plus pour les transactions en cash ou ce qu'on appelle hors vue du notaire, c'est pas en soi une mauvaise nouvelle pour réinjecter un petit peu tout ce qui est monnaie fiduciaire dans les circuits économiques et éviter la lutte contre le cash. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, ça a toujours été dit par Banque al-Maghreb, nous avons plus de 430 milliards de dirhams de cash qui circulent. Les transactions en cash sont toujours importantes. C'est une mesure qui me semble logique pour dissuader un petit peu les transactions immobilières pour plus de transparence, même si cette mesure, comme si vous l'avez suivi, a été décalée de 6 mois. Elle ne rentre en application qu'à partir du 1er juillet. D'accord ? Une autre mesure qui me semble peut-être un peu forte, surtout pour les TPME, sachant que dans les orientations générales du gouvernement, on a consacré, je dirais, pas d'important à cette catégorie de TPME qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, 92% du tissu économique, c'est la retenue à la source de la TVA. Oui. Autant je peux comprendre pour les grandes entreprises structurées
qui deviennent collectrices de TVA pour l'État. Mais pour une PME, une TPME, vous faites des pressions sur sa trésorerie, Oui. sachant déjà que nous avons des délais de paiement au Maroc qui sont... Et ça va se mettre en place, vous êtes sûr? Je pense que c'est en voie. Ouais. On verra. On arrivera à le mettre en place. Oui, ça va être peut-être difficile techniquement, mais je pense que si le ministère délégué chargé du budget l'a proposé et la DGI va mettre les moyens pour, mais l'idéal serait de commencer d'abord par les grandes entreprises ou ce qu'on appelle les intermédiaires qui sont structurés. Bien sûr. Et laisser les TPME leur donner un délai de 2-3 ans. C'est quelques remarques sur le plan fiscal, bon, il y a d'autres. Oui, tout à fait. Je voudrais qu'on revienne sur justement les TPE, PME, parce que est-ce que ce PLF est vraiment favorable pour les TPE, PME ou pas du tout? Écoutez, pardon, vas-y. Écoutez, je pense qu'on vient d'avoir la démonstration faite par ces jeunes que c'est un PLF qui est cauchemardesque pour la TPE. Bon, je vais donner un chiffre. Aujourd'hui, 88% de notre tissu économique est formé d'unités où il y a entre 1 et 3 personnes. Exactement. Oui, mais alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est presque un cliché. Parce Non, justement, laissez-moi juste aller au bout de l'idée, s'il vous plaît. Donc, le patron de l'entreprise, il est coursier, il répond au téléphone, et c'est lui qui emmène ses courriers à la banque. Et on lui demande... Et qui fait plusieurs boulots, Bien sûr, en plus de son travail de gérer l'entreprise. Et on lui demande, on lui sous-traite une partie du travail de l'administration fiscale. Aujourd'hui, l'économie marocaine est taillée pour être au service de la DGI. C'est comme aujourd'hui, en plus de lui demander de facturer des intérêts de retard à son client et de les verser à l'État, au lieu de les encaisser lui, parce que c'est lui qui subit le retard, c'est pas l'État. Donc on lui demande non seulement de faire une gymnastique incroyable pour s'être retenu à la source, il a une décharge déclarative à ne plus en finir entre la CNSS, entre les dépôts tribunaux, entre l'IR, entre la TVA, et maintenant on lui demande de faire la retenue à la source. Écoutez, nous avons, au-delà du cliché, ce sont des gens qui ont entre 1 et 3 personnes. Ça veut dire lui, il doit tout faire. C'est mi-compte. Mais encore une fois, quand on revient d'un point de vue plus macro, que constatons-nous? On nous dit que les recettes de l'État vont progresser de 14%. Et le taux de croissance économique prévisionnelle va être de 4%. Qu'est-ce que ça veut dire? En théorie, d'après ce que nous avons appris en économie, c'est que, à long terme, il faut que les croissances de revenus de l'État soient alignées sur le taux de croissance économique. Sinon, on ne prélève pas sur la richesse créée, on prélève sur le pouvoir d'achat des gens. Et c'est ça la mauvaise nouvelle. Il y a un peu d'inflation aussi. Non, ça va générer de l'inflation. Oui. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'on va augmenter les impôts de 14%, mais que la croissance de la production nationale sera de 4%. Les 10% de différentiel, on va les chercher directement dans la poche des Marocains. C'est pas dans la production des Marocains, non, c'est dans le revenu actuel. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la machine ATD a fonctionné à plein régime, où des gens qui comptaient sur leur argent pour se faire soigner, pour payer l'argent de leur traite ou pour payer la scolarité de leurs enfants, en vue de l'argent retiré directement de leur compte, ça vous dit à quelle horreur économique nous assistons. Tout ça pour financer, si vous permettez, je vais donner la parole à CG, tout ça pour financer une machine de dépenses publiques qui ne s'arrête plus. Qui ne s'arrête plus. Et c'est ça le problème. Messieurs, une petite pause. Toute petite, on se retrouve juste après. On était en train de parler des TPE, des PME. Vous avez quelque chose à rajouter? Juste peut-être pour rester sur une note un peu plus positive, c'est qu'il y a 4 décrets quand même. Vous savez que dans la charte d'investissement, qui a démarré en 2022, il y avait 2 grands volets. Des avantages pour la grande entreprise, les décrets étaient là. Et là, on vient de s'intéresser, en parenthèse, à la TPME et on a mis en place donc les avantages dont peuvent bénéficier les PME qui ont des investissements de 1 à 50 millions de dirhams, qui concernent des aides territoriales qui peuvent aller
de 10 à 15% en fonction de la zone. Il y a zone A, zone B. Et également des aides sectorielles si vous investissez dans les secteurs donc fixés par le ministère de l'Investissement. Et cela juste pour booster l'investissement, parce qu'en cumul, on peut aller jusqu'à 30%. Et j'espère que ces avantages vont motiver les PME et les TPME à se lancer dans l'investissement, dans la création de richesses et partant dans la création d'emplois. C'est le souci numéro 1, je pense, de ce gouvernement. Est-ce qu'il y a des mesures dans ce PLF qui vont avoir un impact direct sur le pouvoir d'achat des Marocains ? On a mis en avant le côté social de ce PLF, c'est la première chose qu'on a donnée. Exact. Est-ce qu'il y a, pour ceux qui nous écoutent, là, qui sont en train de nous trouver extrêmement déprimants, les impôts, est-ce qu'il y a dans ce PLF quelque chose qui va redonner un peu d'oxygène ? Il faut comprendre ce qu'est un PLF. Alors un PLF, c'est, on va discuter des recettes de l'État et des dépenses de l'État. La bonne nouvelle, ça va être soit une baisse d'impôts sur quelques catégories, soit une hausse des dépenses publiques qui vont directement toucher les citoyens. Oui. Donc c'est ça, concrètement. Or, aujourd'hui, à quoi on assiste ? On assiste à une situation où le gouvernement vient nous dire, voilà, je vais injecter beaucoup d'argent, la valse de centaines de milliards de dirhams, qui sont apparus de nulle part. Parce que si on avait tout cet argent, pourquoi on a mis autant de temps à le dépenser ? Et si on ne l'a pas, comment on va l'avoir ? La question est, à aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse claire. Maintenant, pour le citoyen, qu'est-ce qu'il attend ? Il attend une école pour ses enfants, un hôpital pour se soigner, une administration pour régler ses affaires, un tribunal qui fonctionne quand il a un problème avec la justice, mais c'est ça ce qu'il attend. Et aujourd'hui, quand on prend la structure du document, le rapport économique et financier de la loi de finances, la structure, c'est du copier-coller des années précédentes, je parle bien de la structure, je ne parle pas du contenu, et puis on change au gré des années, voilà, les graphiques, on ajoute une année de plus, et puis des éléments avec effet d'annonce, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement veut nous dire qu'il veut faire la compétitivité, l'état social, le développement territorial, donc, aujourd'hui, quand vous avez tout ce qu'on a mis en avant sur cette version, mais le problème, c'est que quand on veut atteindre plusieurs objectifs, en même temps, c'est très difficile, on finit par en atteindre aucun. Et aujourd'hui, quand on prend aujourd'hui, le gouvernement nous sort, encore une fois, dans cette loi de finances, on va créer 1,3 million d'emplois en 2030. Alors on nous a déjà sorti ça en 2021, on va créer 1 million d'emplois. J'ai comme l'impression que ce gouvernement a un problème avec les chiffres. Il ne sait pas que 1 million d'emplois, ça suppose un taux de croissance entre 6 et 7%. Oui, exactement, 7%. Mais en même temps, on peut comprendre beaucoup d'infrastructures qui vont être construites, etc. Donc, mais bon, effectivement, tout ça, c'est un peu un jeu. C'est pas les infrastructures qui créent les emplois. Non. Ils peuvent créer, mais momentanément, parce que quand l'infrastructure est terminée, c'est bon. Oui. C'est l'industrie, c'est l'agriculture productive, c'est les services qui créent des emplois. Et aujourd'hui, avec la charge fiscale qui est en train de s'abattre sur les entreprises, avec toute cette charge déclarative qu'on impose aux entreprises, et on a rendu toutes les entreprises au service de la DGI, ça vous renseigne sur le degré de précarisation avancée dans laquelle on est l'économie marocaine. Exactement. Moustapha El Jaï, la conclusion, on va dire, quasiment de cette première thématique. Oui, peut-être je voulais juste ajouter qu'il y a deux chiffres qui m'ont peut-être retiennent l'attention. Donc c'est l'augmentation du budget de l'éducation et de la santé, oui, à 140 milliards, mais comme a dit Sénabil, donc c'est juste... je dirais, des budgets, il faut voir comment ils sont utilisés d'une manière efficace. Il y a également les 14 milliards dédiés au soutien des produits de base pour les catégories défavorisées. Donc, je pense que ça va profiter un petit peu aux familles démunies pour soutenir leur pouvoir d'achat.
Peut-être il y a aussi l'investissement public, on parle des 380 milliards, donc effectivement les chiffres, quand on les voit, ils semblent... Il y a quand même des petits rayons de soleil. Oui, exactement, tout à fait. Très bien. Peut-être on va détailler après les informations, et on parlera aussi du chef de gouvernement, Aziz Arnouch. Avec les deux décodeurs du jour, Mostafa El-Jay, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca, et Nabil Adel, enseignant-chercheur à l'ESCA, membre du Conseil national du mouvement populaire. Aziz Arnouch était à Casablanca samedi soir. Alors, garantir des services publics répondant pleinement aux attentes de l'ensemble des citoyennes et citoyens, c'est donc l'appel lancé par le chef du gouvernement Aziz Arnouch en tant que leader du RNI ce week-end lors de la 7e étape de la voie des réalisations du RNI à Casablanca, du côté de Médiouna, je crois. Le chef du gouvernement est-il en train de vanter les mérites et les avancées du PLF 2026 et du travail de son gouvernement, ou est-il déjà dans un discours préélectoral? C'est la question que je vous pose. En fait, je voulais parler un peu de communication politique ce matin avec vous. Ça tombe bien d'ailleurs qu'on en parle. Le chef du gouvernement qui, dans le contexte de la voie des réalisations de son parti politique, qui vient et qui donc fait ce type de déclaration-là sur, on va dire, les avantages du PLF, etc., etc. Ça vous inspire quoi, messieurs? Écoutez, je pense, alors, on est entré dans la phase de la pipolisation de la vie politique au Maroc, avec un coup de grands comptes financés avec plusieurs millions de dirhams pour répéter les mêmes choses. Alors, c'est le chef du gouvernement auquel on doit tout le respect nécessaire, le chef du gouvernement du Royaume du Maroc, mais ça n'empêche pas un bilan critique. C'est quelqu'un qui a passé 5 années à provoquer les Marocains par des réalisations qu'il est le seul à voir. Je rappelle que 2 éléments phares de son bilan, les plus symboliques, l'année dernière, le Maroc est le seul pays musulman à ne pas avoir fêté l'Aïd. Le seul pays musulman à ne pas l'avoir fêté. Ça, c'est inscrire dans les annales de ce pays. Et quand les jeunes sont descendus dans la rue, c'est pour critiquer pleinement ce qu'ils considèrent lui comme une réussite, à savoir l'État social. Oui. L'hôpital, d'ailleurs l'école. Les jeunes sont descendus dans la rue au moment où, par exemple, dans les médias, on commençait à critiquer peut-être les actions du gouvernement. Non, c'est un gouvernement qui a suscité la colère des Marocains bien avant qu'ils soient installés. Bien sûr. C'est quand même un exploit. Quand il a dit rappelez-vous, il faut refaire l'éducation des Marocains. Okay, c'est un gouvernement dont le chef a fait l'objet de la plus grande campagne de boycott de l'histoire du Maroc. Et aujourd'hui, il vient nous dire, avec tout ce qui s'est passé, que j'ai tout réussi, que je n'ai rien, que j'ai pas d'échec. Et encore une fois, c'est comme si des milliers de jeunes ne sont pas descendus dans la rue, et ça laisse des séquelles. Et c'est comme si, suite à ça, il n'a pas fait une loi de finances pour réagir à la rue. Donc l'impression, c'est que le gouvernement, pour ne pas personnaliser, vit dans une bulle, il plane sur le mauvais nuage. Il vit dans une bulle, il est seul à voir des choses que nous ne voyons pas, peut-être que nous n'avons pas ces capacités de voyance, mais il est le seul à voir des choses que nous ne voyons pas. Et donc il est prisonnier de chiffres, il ne voit pas la réalité. Et quand ses propres ministres ont été confrontés à la colère populaire, ils ont dû reconnaître, non, effectivement, on a failli par-ci, on n'a pas totalement réussi par-là. Et dès que les mouvements se sont calmés, on a le vieux refrain qui revient, nous avons fait, nous avons réussi, nous avons l'État social, s'il vous plaît. Ce gouvernement n'a pas réussi l'État social. Il a opérationnalisé l'État social. Réussir l'État social, c'est d'abord inclure les Marocains, c'est que l'hôpital public reste gratuit. Or, aujourd'hui, les gens payent à l'hôpital public. Et parfois, il paye très cher. Avec ce fameux Mouachir, où il suffit d'avoir une recharge de 100 dirhams pour sortir du Mouachir,
Et donc les gens sont traumatisés, alors que leur Ahmed, les gens allaient se soigner sans problème à l'hôpital. Et donc il vient aujourd'hui vanter des choses qu'il est le seul à voir parce qu'il ne vit pas la détresse des Marocains. Et donc aujourd'hui je ne comprends pas ça, ce message. Moustapha El Jaï. Voilà, donc dans l'ensemble, moi je pense que en termes de communication, c'est bien de faire des bilans d'étapes. Et comme a dit Nabil, donc c'était juste un petit peu pour défendre les réalisations de ce gouvernement. Il est dans son rôle. Il a parlé de l'édification de l'État social. Enfin, là, en l'occurrence, en fait, il ne les défend pas, puisqu'il est dans un meeting politique. Voilà, donc c'est un bilan d'étape, mais, bon, mais devant des militants. D'après ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quand même des échanges entre les élus, il y avait quand même plus de 3000 personnes, il y a eu quelques interventions, on ne revient pas sur les détails. Il a évoqué aussi le fait qu'il y ait une amélioration des salaires de plus de 4 millions de citoyens, donc notamment les enseignants, les professeurs, fonction médicale et tous les salariés. Il a également parlé d'une dynamique économique, entre guillemets, en dépit d'une conjoncture très difficile et en dépit des contraintes locales, internes et externes. Mais dans l'ensemble, moi je pense qu'il est dans son rôle pour faire un bilan d'étape. Maintenant, ce bilan d'étape, il est discutable et on connaît tous un petit peu les contraintes et les difficultés et je dirais les points faibles de ce gouvernement. Alors bon, on sait tous qu'on est dans un pays avec plusieurs vitesses, mais est-ce qu'il existe un écart entre la perception citoyenne, par exemple de la qualité des services publics, et ce qu'on dit au gouvernement, ce qu'on dit dans le strict milieu de la politique, même dans les médias, etc., etc. Cet écart-là, est-ce qu'il se réduit ou est-ce qu'il s'agrandit? Alors, pour parler d'écart, il faut avoir des indicateurs de mesure. Et vous avez des indicateurs de mesure qui vont en gradation du plus bénin au plus dangereux. Quand vous avez des gens qui descendent dans la rue crier leur détresse, ça veut dire qu'on a atteint l'étape maximale de la contestation populaire. Et ça, c'est la meilleure réponse que donne un peuple face au choix politique d'un gouvernement. On peut venir ici autour dans une station radio critiquer. Vous avez le Parlement, vous avez les instances partisanes, vous avez les syndicats, vous avez les associations. Mais quand le peuple, sur tous ces échelons intermédiaires de représentation nationale, et descend dans la rue, et on est d'accord, c'est le degré supérieur. C'est le degré supérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout content de la qualité des services publics. Oui. Et il est descendu le cri dans la rue. Donc on ne peut pas avoir de meilleurs indicateurs que celui-là. Maintenant, nous sommes quand même en présence d'un gouvernement qui a battu tous les records dans le conflit d'intérêts. Et ça ajoute, comme on dit en anglais, insult to injury. C'est non seulement ça se dégrade, mais quand on voit qui profite de la détresse des Marocains, encore une fois je reviens à cette histoire de l'Eid, vous avez des millions de Marocains qui n'ont pas fait l'Eid, et vous avez une minorité proche de certains partis qui en ont profité. À coup de subventions, ils sont des subventions de millions de dirhams. Donc aujourd'hui, quand on construit un stade en 14 mois, un grand stade aux normes internationales, mais qu'un hôpital, mais que des gens doivent descendre d'un douar à pied pour demander un dispensaire à un médecin, les gens ne comprennent plus. Les gens ne comprennent plus. Et malgré ça, il vient nous dire que j'ai tout réussi, j'ai pas échoué. Et il nous étale le bilan. Je reviens sur cet indicateur dont vous avez parlé ce instant-là. Il a augmenté les revenus des médecins, des fonctionnaires, des enseignants. Ils ont dû descendre dans la rue pour avoir ça. C'est clair. Oui, mais ça c'est pas le problème. C'est comment on va financer ça à long terme. Il ne suffit pas d'augmenter. Augmenter, c'est une décision administrative. Mais est-ce que ça s'est accompagné par une amélioration des services publics et de la croissance économique? La réponse est dans les chiffres de cette loi de finances. Le taux de chômage est toujours à 13%. Le taux de croissance dépend de la généralité du ciel. Et le service public s'est tellement dégradé que les gens sont descendus dans la rue pour crier leur détresse. Il n'y a pas de démonstration plus explicite que celle-ci.
Moustapha El Jaï, vous voulez ajouter quelque chose? Tout à fait. Donc, effectivement, le vécu des citoyens est très très dur. Je vous donne juste un chiffre. Quand on nous annonce des taux d'inflation de 1% et même dans le PLF 2%, sur le terrain, les prix ont atteint un niveau, si on les compare avant le Covid, après le Covid, et surtout ça s'est aggravé avec cette crise, donc de cette guerre russo-ukrainienne. Donc les prix ont connu une forte augmentation. Je parle surtout des prix des alimentaires de base. Donc ils sont restés à ce niveau-là. Combien même on parle d'un taux d'inflation de 1 ou 2%, le citoyen moyen, je parle de la classe moyenne, je ne parle même pas de la classe démunie, est tiré vers le bas parce que son pouvoir d'achat s'est dégradé. La même chose, quand on parle des taux de croissance de 4%, c'est insuffisant, mais c'est une croissance qui n'est pas inclusive. Et ça a été dit même par Sa Majesté, il y a des grandes disparités entre les territoires au Maroc, et il y a des gens qui vivent encore au Moyen-Âge, et on l'avait vu dans le tremblement de terre de House, dans la marche donc, de ce village, et dans d'autres régions reculées du Maroc. Donc, il y a des grands chantiers, un travail de titan pour essayer au moins de remédier à ces disparités. Le vécu est très très dur. Et je donnerai juste un chiffre quand on parle de pauvreté. Maintenant, les familles marocaines qui bénéficient de l'aide de l'État, aussi infime qu'elle a, on parle de 4 millions de familles. Si vous prenez 4 millions de ménages, fois juste 3 ou 4 personnes, on est à 16 millions sur une population de 37. Donc on est presque la moitié des Marocains sont, je dirais, des citoyens très fragiles. On l'a dit et on le disait, même avant les manifestations de la Gen Z, il y avait un problème de communication de ce gouvernement. Est-ce que finalement c'est pas le problème de tous les politiques, ça, la communication, l'explication, expliquer aux Marocains pourquoi on fait ça? Non. Nous avions des gouvernements qui expliquaient. On était d'accord, pas d'accord. Pédagogie. Non, bien sûr, on était d'accord, pas d'accord. Non, mais au moins, on avait des hommes politiques qui prenaient la parole. De feu Abdelrahman Yousfi, passant par Cédric Jto, si Abbas El Fassi, si Abdelrahman qui communiquait même trop, monsieur Dr Sebboul Atmani, nous avions des gens qui prenaient la parole et ils venaient défendre. Vous savez que le chef du gouvernement snob la représentation nationale. Et à plusieurs sessions mensuelles, il n'est pas venu. Okay. Et le ministre, la même chose. Donc aujourd'hui, nous avions des responsables historiques qui communiquaient. Moi, je me rappelle des années 80 et 90, à l'époque, nous avions vraiment des tribunaux et c'était un plaisir de regarder les débats télévisés, Feu Yata, Bousta, est-ce que le Maroc moderne peut se passer de tels messages, d'une telle communication? Écoutez, vous partez d'une hypothèse que c'est ancré. Non. On avait des politiques qui communiquaient. C'est ce gouvernement qui a une lacune communicationnelle, mais les autres communiquaient de manière normale. Alors ce qu'ils disaient, on était d'accord, on n'était pas d'accord, mais au moins, ils sortaient, ils les expliquaient, ils essayaient de défendre un bilan, ils recevaient la presse en direct, et parfois je me rappelle même que le gouvernement Benkiran et Saadil Atmani n'étaient pas du tout tendres envers eux dans les interviews, c'était vraiment très tendu et ça criait. Donc il y avait de la vivacité là. C'est une malheureuse parenthèse. Aujourd'hui, c'est un gouvernement, d'ailleurs tous les médias sont peu qui ne veut pas parler. Alors, qu'est-ce qu'on nous a sorti au début? Et c'était quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. Je me suis dit, c'est un gouvernement qui, je pense, qu'il commet une erreur. Il dit, nous, on n'est pas là pour parler, on est là pour travailler. Exact. Mais on n'est pas une entreprise. On n'est pas une entreprise cotée. Vous avez des comptes à rendre à un peuple. Je pense que quand vous dites on n'est pas une entreprise, je pense que c'est peut-être ce que pensait aussi, ce que pensait réellement le chef du gouvernement. Ok. Messieurs, il est 9h22. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantique Matin. Les débats express.
Alors, les débats express, pour être encore plus proche de l'actualité. Alors, hier soir, j'étais en train de préparer cette émission. J'étais même en train de discuter un peu sur WhatsApp avec vous. Et j'ai été happé par un petit, vous savez, petite notification d'un de nos confrères avec ce témoignage-là d'une doctorante en sciences économiques, entre guillemets, je suis fonctionnaire, mais je n'ai pas les moyens de payer plus de 50 000 dirhams pour un doctorat. Si j'avais les moyens, j'aurais choisi le privé. On prétend rendre l'université autonome, mais on en fait un produit marchand. La décision de plusieurs universités publiques d'imposer des frais d'inscription aux étudiants salariés ou fonctionnaires ravive un ancien débat, celui de l'égalité d'accès au savoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Écoutez, moi je connais un peu le sujet. Voilà, je le connais même très bien. Je peux vous dire que d'abord elle avance un chiffre qui est exorbitant. Oui. Pour les doctorats, ce qui a été décidé par M. le ministre, j'ai assisté à la conférence des présidents d'université, elle a eu une la semaine dernière, c'est 10 000 dirhams. D'accord. 10 000 dirhams maximum pour les doctorats. Des doctorats. Par an Par an, bien sûr, par an. Par an, c'est l'ISCAE. Moi, j'ai fait mon doctorat à l'ISCAE, on payait 10 000 dirhams. C'était aussi. Donc, pourquoi ? C'est ce qu'on appelle le temps aménagé, c'est pour les salariés et les fonctionnaires. Les étudiants qui ne font que leur doctorat, ne sont pas fonctionnaires, payent 0 dirhams. Oui, bien sûr. Alors, ils ont même une bourse de 7 000 dirhams. Donc déjà, là, on parlait des salariés, des gens qui sont oui. dans la vie. Donc, en temps aménagé, ça a été dit parce que il y a des cours, les profs doivent travailler le week-end et tard le soir, et c'est un moyen aussi pour les motiver. Donc, pas de 50 000. 50 000, je ne sais pas où elle a eu ce chiffre. Ou bien peut-être... Non, c'est un chiffre qui est réel. Parce que 10 000 dirhams par an, vous mettez 5 ans en moyenne à avoir votre doctorat, c'est 50 000 dirhams. Je parle 4 balles par an, non ? Non, 50 000 sur 5 ans. Sur 5 ans, en moyenne, c'est ça. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je ne comprends pas. Non. Écoutez, encore une fois, est-ce que l'hôpital, l'école, l'université sont des services publics ou des services marchands ? C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, imposer à un étudiant, quelle qu'en soit la situation professionnelle de payer, est inacceptable. Parce que déjà, ces Hadi Marafiq sont financés par l'impôt des Marocains. Pourquoi on va encore ajouter ? Je ne comprends pas qu'au moment où on doit encourager la recherche scientifique, l'épanouissement culturel, qu'on doit étendre la base des docteurs, parce que nous sommes très faibles en nombre par rapport à d'autres pays, qu'on vienne imposer encore une contrainte additionnelle, sachant que l'université fait payer des masters. Il y a beaucoup de masters qui sont payés. En formation continue. Oui, c'est ça. Je parle de ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, tant et si bien que nous avons privatisé l'université. Pourquoi ? Aujourd'hui, si je veux me former, au contraire, si je dois être une aubaine pour l'État, il doit mettre tous les moyens pour me former et pas me demander de le financer. Et l'objectif, je pense, c'est de permettre aux étudiants qui sont en temps plein sur leurs études d'avoir accès à ces masters. On voit que dans les masters, il y a un bon pourcentage de fonctionnaires, et vous savez que dans une classe, vous avez une quarantaine de personnes, et ça se fait au détriment des étudiants. Donc pour libérer les places pour les étudiants, parce qu'on veut augmenter le nombre des étudiants en master de 50%, sinon ils seront bloqués au niveau de leur licence, on a mis en place, c'est ce qu'on appelle ce temps aménagé, pour permettre à ces salariés qui doivent travailler la journée dans leur entreprise, dans leur administration, et s'ils ont la volonté, venir le soir, le week-end. Pourquoi doivent-ils payer ? Pourquoi doivent-ils payer ? Mais pourquoi on aménage le temps ? Je veux bien, mais pourquoi doivent-ils payer ? Je ne comprends pas, parce qu'aujourd'hui, vous avez certaines pratiques à l'université qui sont scandaleuses. Vous avez des enseignants qui ont privatisé des masters. Que faut-il faire alors ? Est-ce qu'il faut réduire encore, comme le disait Moustapha El Jaï, on est à 10 000 dirhams par an, donc est-ce qu'il faut encore... Est-ce qu'il faut
passer à 5 000? Non, il ne faut passer à 500 dirhams par an de frais symboliques d'inscription. Parce que nous avons créé un appel d'air. Il faut aujourd'hui, nous avons besoin de masters, nous avons besoin de plus de docteurs. Aujourd'hui, l'impression que ça me donne, c'est qu'on essaie pour ne plus avoir beaucoup de docteurs parce que demain, ils vont vous demander de trouver un travail en fonction publique. Et donc, ce qu'on fait, on fait preventive strike, comme on dit, une frappe préventive, et donc on les empêche d'accéder directement à ces masters. Mais aujourd'hui, demander aux gens de payer à l'hôpital, de payer à l'université, et de payer beaucoup des impôts élevés, c'est bon, on les ruine. Est-ce qu'il y a des endroits où on ne paye pas? Mais si, par exemple. Voilà. Merci, monsieur. On ne parlera pas parce que j'ai dû choisir de Abdellah Bouhani, le président du groupe parlementaire du PJD, qui est très énervé contre le ministère de la Santé. Et je vous en parlerai une autre fois. J'ai vu un post ce matin. Merci à vous d'être venus aujourd'hui dans le décodeur et à très très bientôt. À très bientôt, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. 9h28. Atlantique Matin. 7h10. Avec Franck Mathieu. Atlantique Matin.